Hola! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ, sujet sensible, vos questions un peu indiscrètes. Vous m'avez posé les questions sur Instagram et je vais y répondre avec 100% d'honnêteté. J'ai trop hâte parce qu'il y a plein de sujets que je voulais déjà aborder avec vous, mais je savais pas trop où les placer et là, c'est le concept idéal pour parler de plein de choses. Avant de commencer la vidéo, elle est en collaboration commerciale avec Eve & Co. Je vous en parle souvent, ça fait un petit moment que je travaille avec eux. Eve & Co, c'est une marque de culottes menstruelles française qui remplace totalement les autres protections, donc les tampons et les serviettes hygiéniques. Lorsque vous les portez, vous n'aurez besoin d'aucune autre protection et vous n'aurez pas de fuite et pas d'odeur pendant 12 heures. Les culottes sont confortables, totalement invisibles et elles sont en coton bio certifié. C'est super pratique dans le quotidien pour plein de choses. Par exemple, quand vous faites du sport et qu'avec une serviette, vous avez peur qu'elle se déplace quand vous faites un certain mouvement. Pareil, si vous avez tendance à tacher vos vêtements et vos draps la nuit, avec la culotte menstruelle, vous n'avez pas ce problème. Et également, si comme moi, vous n'aimez pas trop voir du sang, avec les culottes menstruelles, comme elles sont noires, quand vous allez aux toilettes, vous voyez pas directement le sang. Et en ce moment, c'est le Black Friday, donc il y a moins 70% sur les culottes. C'est la plus grosse promotion de l'année. Ça revient à 9,99 € la culotte. Donc il n'y a pas de code promo, vous retrouverez directement en barre d'infos un petit lien qui vous mène sur le site. Le stock est limité, donc si vous avez besoin de faire le stock de culottes, c'est maintenant. On passe à la vidéo, let's go! On commence un peu fort avec cette question qui est: à cause de l'endométriose, tu avais des douleurs pendant le -18, donc les rapports. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas parce que mon endométriose se situe dans le col de l'utérus, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que même si j'ai de l'endométriose, je sais un peu où elle est placée, mais je sais pas où exactement. Enfin bref, en tout cas, je sais que j'en ai sur le col de l'utérus et du coup, lorsque je pratique la pénétration, ça me fait mal. Ce n'est pas agréable pour moi. Cependant, comme la pénétration n'est pas la seule chose qu'on peut faire, et tout va bien dans ma vie. Il y a vraiment plein d'autres manières d'avoir une sexualité épanouie sans pratiquer la pénétration. Et je vous montre que, je vais pas vous montrer, mais je vous prouve que c'est le cas. Et justement, avant, je pensais que c'était totalement impossible dans une relation hétérosexuelle et je me disais que un homme aurait du mal à accepter ça pour être avec moi. Finalement, pas du tout, parce que moi et mon copain, on vit très bien ça. Je comprends que pour beaucoup, c'est difficile à s'imaginer parce qu'en fait, c'est pas la norme, vu que, on nous montre pas vraiment ça dans les séries, dans les films, vu que la norme, c'est les couples hétéros avec pénétration et on montre que c'est vraiment la chose à faire. Alors qu'en fait, il existe une multitude de façons de se faire plaisir sans ça, quelle que soit votre orientation et votre genre. Ça te gêne de parler de sexe devant ta mère? Oui. Et la chose très drôle, c'est que je sais qu'elle est en train de regarder cette vidéo. Parce que vous voyez, c'est pas pareil que de parler de ça avec sa mère que des inconnus. En fait, il n'y a pas vraiment de tabou, c'est juste que je suis quelqu'un de assez pudique. Même avec mes amis, je suis pas forcément à l'aise pour parler. Vous allez me dire, juste avant t'as parlé de ça, mais c'est juste que je sais que aborder ce sujet-là allait aider plein de gens en fait. Je n'entends pas souvent des gens dire qu'ils ne pratiquent pas. Donc je trouvais ça très intéressant de répondre à cette question. Mais ma mère regarde vraiment tous mes contenus sur tous mes réseaux. Dites-vous qu'elle a 5 comptes sur Instagram pour liker 5 fois tous mes contenus. Je t'aime maman. As-tu une religion et quel est ton avis sur les religions en général? Bisous! J'ai grandi dans la religion catholique, j'ai été baptisée quand j'étais petite. Mais à présent je ne suis plus croyante et ma mère non plus d'ailleurs parce que c'est elle qui m'a transférée. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est elle qui m'a donné cette religion. Un peu en même temps, on a arrêté d'être pratiquante et croyante. Je me considère plutôt comme spirituelle et avec la nature, les animaux, tout ci, tout ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça s'alignait plus avec les croyances de mes ancêtres autochtones. J'ai plusieurs origines puisque ma mère est argentine et mon géniteur est français, mais étant donné que j'ai grandi avec ma maman et que c'est ma maman qui m'a élevée, je suis plus proche de son côté-là. Je sais que, par exemple, mon arrière-grand-mère était une Diaguita Calcati et eux, ils avaient du coup leur propre croyances qui étaient donc très liées à la nature. Même dans certaines populations autochtones, il y avait déjà du véganisme et ça c'est partout dans le monde, mais c'est un autre sujet qu'on pourra aborder quand vous voulez. Même si aujourd'hui j'ai plus trop ces traces là de leurs croyances, je m'identifie un peu plus à ceux-là que ceux qu'on m'a imposés par rapport à la colonisation. On est dans les sujets tabous, donc on va le dire, l'Amérique a été colonisée et les colons ont donc imposé la religion à toutes les personnes. Si moi je suis catholique aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a donné depuis et c'est venu jusqu'à moi. C'est pour ça que je préfère me reconnecter à la nature, qui était quelque chose qui de base auquel croyaient. Je crois peut-être en quelque chose, mais je préfère juste croire en la nature et les animaux et voir les humains comme un peu des gardiens du monde. Alors je ne suis pas croyante ni pratiquante, mais par contre je respecte totalement les personnes qui ont des religions et je serai la première à les défendre. Et d'ailleurs en parlant de croyances autochtones, j'aime beaucoup la Pachamama, je vous en ai déjà parlé en story Instagram, mais je suis pas non plus du coup croyante et pratiquante. Est-ce que tu veux toujours des enfants comme tu l'avais dit dans une de tes vidéos? Bisous! Non! Alors oui, je veux
veux des enfants. Je sais que mes enfants seront incroyables. Et en plus, ils seront trop beaux. Regardez JL, regardez-moi. Mais je n'ai pas envie de mettre au monde des enfants pour qu'ils souffrent. Parce que actuellement, il n'y a rien qui va niveau écologie, niveau politique. C'est horrible, mais vraiment, j'ai pas envie qu'ils aient toute la charge mentale que moi, par exemple, en tant que femme, si je mets au monde une fille, elle va avoir toute cette charge mentale. Elle va devoir vivre tellement de choses. L'harcèlement au collège, au lycée. En fait, j'ai l'impression que si je fais des enfants d'ailleurs, je serais peut-être trop protectrice et un peu trop zinzin en fait. Genre mes enfants ils seront tellement genre woke. Tant que les choses ne s'amélioreront pas, je ne ferai pas d'enfants. Et de toute façon si j'en fais c'est pas maintenant. Avant j'étais là en mode je veux faire des enfants jeunes, MDR, genre penser à autre chose que moi et penser à un petit être qui dépend de moi, c'est pas pour moi. Comment restes-tu fidèle à tes valeurs écolo alors que ton métier pousse à l'achat conso? Je trouve cette question tellement intéressante et j'avais tellement envie d'en parler depuis longtemps. Mais bref, c'est le bon moment. C'est genre impossible d'être parfait quand on est influenceur et encore plus quand on est engagé parce qu'on nous en demande beaucoup plus étant donné qu'on est engagé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous réexplique, mais je gagne ma vie en faisant des collaborations commerciales. On gagne pas vraiment beaucoup à part les grands influenceurs avec les vues des vidéos. Ça ne rapporte pas énormément. Je paye mon loyer avec des marques qui du coup me payent pour vous montrer comme Evenco en début de vidéo. Et donc d'une certaine manière, je pousse à la consommation. Ça ne va pas contre le système capitaliste. Et malheureusement, je pense que notre société ne changera pas du jour au lendemain, même si je fais tout dans mon quotidien pour militer et essayer d'évoluer. Donc ma manière à moi, c'est de faire du mieux possible. Je mets toujours en avant des marques qui pourraient vous plaire, me plaire et qui sont éthiques, pas forcément 100% parfaites, mais qui du moins correspondent à plusieurs de mes attentes, comme le fait d'être vegan, de pas exploiter des populations, d'être souvent produit en Europe. Donc je pousse quand même à une consommation plus responsable. D'ailleurs, il y a plein de fois où j'ai refusé des collaborations avec des très grosses sommes parce que du coup ça ne correspondait pas à mes valeurs. Gagnes-tu confortablement ta vie sur les réseaux sociaux? Tout dépend des mois et du coup des collaborations que j'ai pu avoir. Déjà, il faut savoir que je suis en agence et ils me prennent 30%. Ensuite, je dois donner 23% à Macron à chaque montant que je gagne. Et du coup, il me reste 47%. À ça s'ajoute donc le loyer, mes abonnements, les animaux, la nourriture. Et étant donné, comme je l'ai dit plus tôt, que je travaille avec des marques éthiques, ce ne sont pas souvent ces marques-là qui ont les plus gros budgets. Donc oui, je me retrouve très souvent dans la sauce, étant donné que je suis incapable de faire des économies avec ce que je gagne. Voilà, je vis le jour avec les sommes que je gagne. Bon, je peux avoir quand même une petite somme. Et franchement, c'est pas pour être pessimiste, mais j'ai peu d'espoir sur notre avenir. Donc je préfère aussi vivre le jour, sans non plus faire le mal autour de moi. Mais j'ai envie du coup d'être heureuse et donc de sortir, aller manger avec mes amis, boire des cafés, faire des voyages. Et du coup, forcément, je ne fais pas d'économie. Ce n'est peut-être pas une question, mais comment abattes-tu au quotidien la peur des hommes? Je dis peur, car je ne sais pas quel autre mot employer, mais je veux dire par là le dégoût autour d'eux. Personnellement, plus je grandis et plus je rencontre d'hommes, plus je me sens découragée par les mentalités et actes de ces hommes. J'aimerais savoir si c'est un combat pour toi, d'essayer de changer ces mentalités ou si tu as arrêté de leur donner de l'attention. Avant, j'étais plus dans une démarche d'accompagnement et d'éducation. Mais aujourd'hui, j'en ai ras le cul. Et je sais que je suis pas la seule, par exemple avec le mouvement 4B, 4B en Corée, où pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des femmes qui ont décidé de ne plus rien faire avec les hommes, c'est-à-dire plus de rapports, plus d'amitié, plus de mariage, plus rien. Et il est contre du coup le manque de progrès des hommes par rapport à nous. Eux stagnent, voire régressent, alors que nous, on est en train de s'éveiller, de prendre conscience des choses et de vouloir changer les choses. Et en tant que femme, on vit déjà une énorme charge mentale et en plus, on doit avoir la charge mentale d'aller les éduquer, comme si en fait c'était des enfants et nous des adultes. Et donc c'est pour ça que moi, en ce moment, je suis dans cette démarche où juste ils me saoulent. Genre en fait, j'ai juste envie de les détester. Et je sais qu'il y en a d'autres qui choisissent de plutôt les éduquer et je les remercie énormément parce que c'est vrai qu'il y en a qui changeront jamais et il y en a d'autres qui ont vraiment besoin qu'on leur parle juste. Et donc merci à ces personnes-là qui prennent le temps de les éduquer. Donc moi personnellement, je préfère garder quelques hommes dans mon entourage qui sont du coup ma famille, quelques amis et le reste, juste j'ai la flemme, j'ai pas envie de leur parler. Quand on déteste les hommes, on déteste donc pas les hommes individuellement, mais on déteste le groupe social homme qui est du coup tout un mouvement où eux ne se remettent pas en question et régressent. Est-ce que c'est ok de fantasmer sur d'autres personnes si on est en couple? Oui, quand on est en couple, surtout dans une relation exclusive, on s'engage mutuellement. Mais c'est tout à fait humain et normal de trouver d'autres personnes attirantes et ça ne remet pas en question l'engagement pris. Un fantasme, ça reste un fantasme et il n'a pas vocation à aller plus loin. D'ailleurs, ça peut être aussi quelque chose à partager avec son partenaire. Parce que moi, je trouve que l'amour, c'est une forme d'amitié beaucoup plus
plus profonde, enfin beaucoup plus profonde. Je dis pas que l'amour en couple est au-dessus de l'amour d'amitié, mais c'est une autre forme d'amitié. Et si votre partenaire n'accepte pas vos fantasmes, c'est qu'il y a un problème de confiance au sein du couple ou alors d'une ancienne relation. Et je pense qu'il faut d'abord régler ça avant d'aller plus loin. Parce que moi, par exemple, j'ai totalement confiance en mon copain. Je sais que s'il est dans une pièce remplie de femmes hétéros trop fraîches, bah c'est quand même moi qui choisis, même s'il les trouve trop belles. J'ai 18 ans et je n'ai jamais réellement eu de vrais amis. Tu penses qu'on peut en rencontrer à cet âge? Alors je sens les gens venir et dire que ce n'est pas un sujet tabou, alors que moi je trouve que c'est assez tabou le fait d'avoir du mal à se faire des amis et de ne pas avoir de meilleurs amis. Et cette pression aussi, en fait c'est un peu la même pression que le couple. Moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se faire de meilleurs amis. Je vais parler de mon cas à moi, Amandine, je l'ai rencontrée en première, donc quand j'avais 17 ans, et on n'est pas devenus meilleures amies tout de suite. C'est juste que plus le temps passait, plus c'était celle qui restait. Par exemple, moi je ne suis pas sa première meilleure amie et pour elle non plus. Plus on a vécu des choses ensemble, on a été en colocation, plus on s'est rendu compte, mais en fait on matche bien quoi. Et donc c'est à peu près à nos 19 ans qu'on s'est dit qu'on est meilleurs amis. Donc tout ça pour dire que votre meilleur ami est peut-être déjà dans votre entourage, ou alors c'est quelqu'un que vous devez rencontrer. Et une meilleure amie aussi, ça peut être une maman, une sœur, un frère, un petit copain, même les animaux. Il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus et vous méritez d'être aimé. Est-ce que le sport t'aide avec l'endométriose et à quel stade es-tu? Oui, le sport, ça aide énormément pour les douleurs d'endométriose puisque, par exemple, dans mon cas, lorsque j'avais pas encore la pilule, la période où j'avais le moins de crises, c'était la période où j'étais très sportive pendant ma terminale. Par exemple, ça a été prouvé que les abdos, ça soulage énormément les douleurs. Moi, je me souviens en plus, avant de savoir ça, que je faisais des abdos quand j'avais des douleurs et ça me soulageait de ouf. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est une de mes raisons pour lesquelles j'aimerais arrêter la pilule. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, j'ai fait une petite story pour dire que j'aimerais arrêter la pilule parce que bah là ça fait 3 ans que je suis sous pilule et en ménopause artificielle et mon corps il est un peu au ralenti. Bah je suis pas vraiment moi-même et en fait j'aimerais bien retrouver donc mes cycles et pouvoir prendre du muscle aussi parce que je prends du muscle très lentement étant donné que bah mon corps a l'impression d'être plus vieux. Donc là il faut que je prenne rendez-vous avec ma gynécologue et qu'on en parle parce qu'en vrai là je suis plutôt bien avec ma pilule. Bah j'ai des objectifs sportifs et j'aimerais aussi me tourner vers des techniques naturelles, donc le sport, de la méditation, des plantes, tout ça. Genre j'aimerais vraiment me devenir plus naturelle, mais j'ai peur aussi parce qu'en fait avec la pilule après tu as une espèce de pendant 6 mois tu as une période où du coup bah t'as des douleurs, t'as des boutons qui reviennent parce que vous voyez ma belle peau là que j'ai, bah, c'est grâce à la pilule. Et dans la question tu me demandes à quel stade je suis dans mon endométriose, bah en fait j'ai une endométriose assez petite, la pilule ça m'a beaucoup aidée et quand je suis allée faire donc mes examens on m'a pas grossi, elle a même un peu diminué donc j'ai espoir que du coup moi la pilule ne soit pas quelque chose de nécessaire parce que je sais que pour certaines personnes ça les aide beaucoup quand ils ont des grandes endométrioses qui ne font que grossir après opération et tout, alors que moi en fait j'ai une petite endométriose, peut-être que je peux la gérer avec un mode de vie plus sain. Ma santé mentale elle va mieux donc je me dis peut-être que c'est le bon moment pour essayer d'arrêter la pilule et de me tourner vers des techniques naturelles. La nudité dans un couple, j'ai beaucoup de mal à imaginer montrer mon corps et être intime. Je pensais pareil et j'avais énormément de mal aussi au début. Dans mes anciennes relations carrément bah, je gardais un t-shirt quand on devait faire des trucs où bah, j'éteignais complètement la lumière parce que j'avais pas envie qu'on voit mon corps. Mais quand tu es dans une relation saine avec une personne de confiance, petit à petit tu apprends à t'apprécier, à t'aimer et à du coup te lâcher. Donc oui c'est possible de devenir à l'aise avec sa nudité. Après je suis pas en mode wouhou à poil dans mon appart et tout, c'est quelque chose qui s'apprend. Que penses-tu de l'industrie du porno? C'est du male gaze, encore une fois réalisé par des hommes pour des hommes et je n'ai jamais aimé le. J'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois ça me dégoûtait. Je sais qu'il y a certaines femmes qui ont réalisé donc du contenu de femmes pour femmes, mais j'en ai pas eu la nécessité, j'en ai pas eu le besoin, mais en tout cas je sais que ça existe, mais j'ai pas l'impression non plus que c'est ce qui est le plus mis en avant. Généralement c'est vraiment genre du homme pour homme. Je préfère lire des webtoons avec des scènes plus, mais là aussi ça dépend desquels, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il y a énormément de culture du V-word. Tout se passe bien et puis au moment de l'acte il faut qu'il y ait des trucs un peu bizarres où la personne est là en mode non 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 et il force. Il y a quand même des très bons webtoons où c'est très bien fait, mais la plupart j'ai l'impression que c'est très et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle souvent de Femtasy. C'est genre que de l'audio, sans visuel, et c'est éthique, produit par des femmes, tout ça. Donc, comment faire déculpabiliser une personne en couple qui souffre d'absence de libido? Il est important d'expliquer à cette personne qu'il n'y a pas de rythme idéal à suivre et que surtout, il ne faut jamais se forcer. Chaque personne est différente et donc chaque couple est différent. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup, d'autres qui vont faire moins, d'autres c'est par période. Et c'est tout à fait normal puisque la libido, ça varie avec la vie. Le manque de
de libido peut avoir de nombreuses causes, mais il y a aussi des personnes qui sont naturellement comme ça. Il y a les personnes du coup asexuelles et sinon il y a des personnes qui juste n'en ont pas vraiment besoin. Et ce n'est vraiment pas un problème si votre partenaire vous aime vraiment, il vous acceptera tel que vous êtes. Et si la personne vous force, par pitié, jetez-la dehors, jetez-la. Foutez-la dehors. On vit dans une société qui accorde beaucoup trop d'importance au sexe. Carrément, on entend parler de misère sexuelle. Et devinez qui a inventé ce mot? Oui, c'est eux. Mais c'est totalement faux. En fait, chacun vit sa sexualité comme il entend. Et si on a plus de besoins que d'autres personnes, on fait ça solo. Pas besoin d'aller faire chier le monde. Que penses-tu de l'équitation? Est-ce que vous êtes prêts à me détester? C'est parti. Wouhou! Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont pas prêts pour cette discussion qu'on va avoir. Étant végane, je suis contre toute forme d'exploitation animale. Donc ça passe par les zoos, les aquariums, les animaleries, les élevages et donc bien évidemment l'équitation. Et il existe plein d'autres exploitations d'animaux, mais voilà. La majorité des chevaux vivent dans des centres équestres où ils passent une grande partie de leur vie dans des enclos. Pour l'équivalent humain, c'est comme si on était très souvent enfermés dans des toilettes. Ce sont donc des espaces très restreints pour eux où ils sont sortis de temps en temps quand un humain a choisi de le sortir pour les monter et enchaîner sans cesse les mêmes parcours, sans jamais avoir la liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que je vous rappelle que de base, les chevaux sont des animaux sauvages qui sont capables de galoper pendant des heures dans des champs. À cela s'ajoute tout un matériel qu'on leur impose, le mors qu'ils ont dans la bouche, les selles, et tout ça, c'est inconfortable. Donc oui, pour moi, les personnes qui disent que leurs chevaux aiment ça sont souvent convaincus de bien faire, et je ne dis pas qu'ils n'aiment pas leurs animaux, mais ce n'est pas l'état naturel de ces animaux, et je vous rappelle que les chevaux, comme plein d'autres animaux, n'ont pas la parole, donc ils ne peuvent pas nous dire que ça ne leur plaise pas, et généralement quand ils sont conditionnés à faire certaines choses, ils continuent à les reproduire, sans jamais rien dire. Donc non, il n'y a aucune preuve qu'ils soient heureux et consentants. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui offrent une plus belle vie à leurs chevaux, en les laissant en liberté dans des prés avec d'autres chevaux. C'est une approche plus respectueuse, mais pour moi, le simple fait d'avoir un animal qui te soit utile à quelque chose et lui monter dessus et lui imposer des parcours, tout ça, parce qu'en fait, ça me dérange qu'on voit un animal comme un outil. Et c'est donc de l'exploitation animale. Si on aime vraiment un animal, et donc ce cheval, on le laisse tranquille, on le nourrit, on lui fait des câlins, des bisous, on lui parle, et c'est tout. Et si en plus de ça, on ajoute les compétitions qui rajoutent une énorme couche de stress pour ces animaux, le voyage, le transport, les exercices à répétition qu'on leur impose, les obstacles, c'est pas un sport. En plus, c'est même pas un sport, tu brûles 0 calories là-dessus, genre c'est le cheval qui fait tout, toi tu fais rien. Voilà, c'est mon avis sur l'équitation. Je vous laisserai en barre d'infos des sources parce que bien évidemment, ce que je dis, je ne suis pas en train d'inventer. C'est comme quand j'avais parlé de spécisme, qui se rappelle que les gens pensaient que j'avais inventé le mot et que c'était juste mon avis, alors que c'est des gens qui ont parlé de ça bien avant moi. Et juste, je relate. Voilà, je suis contre l'équitation. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Si jamais vous voulez qu'on fasse une deuxième partie, dites-le moi en commentaire. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé la vidéo. Encore une fois, vous trouvez le lien en barre d'infos pour aller directement sur le site et avoir vos petites culottes menstruelles à moins 70%. N'hésitez pas à venir me follow sur mon Instagram et mon TikTok. Je fais des contenus différents. Et voilà. Des gros bisous, à bientôt!